Merci d'être parmi nous ce matin pour ce nouveau débat digital organisé par le Presse Club, dont le thème est faut-il communiquer en temps de crise ou est-il préférable d'attendre? Donc, nous avons réuni un panel d'experts sur cette question. Guillaume Bazaille, qui est fondateur de l'agence de communication Bazaille Consulting et qui est un ancien communicant politique. Ronald Boucher, qui est responsable du master digital à l'école ISTEC et consultant en socio-digital marketing chez Symbiotique. Il est également auteur de plusieurs ouvrages sur le marketing et le digital. Et Jean-Luc Schneider, qui est président d'Eurocom. Cette rencontre va être animée par Robert Cassous, qui est membre du conseil d'administration du Presse Club, à qui je vais passer la parole. Et je vous rappelle que sur la droite, vous avez un chat où vous pouvez poser toutes vos questions et je les relayerai à nos invités au cours du débat. Robert, c'est à toi. Bien, bonjour à tous. Alors, faut-il communiquer en temps de crise? Faut-il attendre? Alors déjà, communiquer en temps de crise, c'est pas tout à fait la même chose que la communication de crise. C'est ça, Guillaume? Oui, bonjour à tous d'abord et merci au Presse Club et à Isabelle Bourdet de l'initiative de cette rencontre. En effet, on entend souvent parler de communication de crise et ça, on a l'habitude d'en parler. Ce qui est nouveau aujourd'hui en cette période, c'est la communication en temps de crise. Et c'est vrai que je fais une vraie différence par rapport à la communication de crise, même si on peut avoir, et on va le voir, je pense, durant nos échanges, des liens, évidemment, mais il y a une grande différence. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en France, dans le monde, nous sommes tous touchés par une communication en temps de crise. Donc c'est là où je mets vraiment une grande différence par rapport en préambule de notre discussion. Non, mais c'était important. Alors, la première question va pour Ronald Boucher. Il y a une étude Kantar qui est sortie il n'y a pas très longtemps, il y a 2 semaines exactement, et qui dit que pendant toute cette période, c'est-à-dire depuis un an, l'ensemble le trafic web a augmenté de 40%, la télévision de 46% et les réseaux sociaux, l'ensemble des réseaux sociaux de 32%. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette étude? Est-ce que c'est confirmé? Est-ce que la crise, en fait, n'a fait qu'accentuer finalement à la fois la numérisation et les actions sur les réseaux sociaux? On voit bien en tous les cas 2 choses. Déjà, c'est le trafic web en général et la partie réseau social en particulier. Sur la partie web en général, ce qui remonte pas mal, c'est la partie divertissement. Donc tout ce qui va être Netflix et compagnie. En gros, une grosse partie, de toute façon, le soir, on n'a pas grand-chose à faire, donc on est sur Netflix. Et puis en parallèle, en Netflix et d'autres réseaux du même genre, et d'autres plateformes, et en parallèle, on va discuter avec nos petits camarades, à la fois des films, à la fois on va faire un apéro Zoom ou un apéro ce qu'on veut. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est vraiment rentré dans la culture, hein. C'est devenu quelque chose d'assez... tous les cas de privilégier, on fait ça le week-end, même la semaine. Donc oui, les deux, on se rend compte que le fait de ne pas sortir nous amène à communiquer, puisque en tant qu'animaux sociaux, on a besoin de communiquer, d'avoir du contact, et en définitive de trouver une manière de communiquer avec nos amis via, alors pas forcément d'ailleurs Facebook, Instagram ou ce genre de choses, mais aussi quelquefois simplement par des réseaux comme Teams, comme Zoom, vraiment des réseaux plutôt où on va être des réseaux de discussion et de conversation, mais en direct, via la voix et via l'image. Alors pour parler des entreprises, en fait, là, vous venez de parler de Zoom, de Google Meet et autres GoToMeeting. Concernant le monde des entreprises, il y a quand même là aussi eu des changements, notamment pour les réunions, pour les commerciaux, là où on faisait par exemple des séminaires, des salons, tout un tas de choses. Là maintenant, en fait, ça devient des réunions Zoom ou ce qu'on veut. Et là, c'est pareil, le rapport en fait hiérarchique a changé. Oui, carrément. Je ne sais pas si c'est la question toujours pour moi, hein. Oui, bien sûr, Ronald. Oui, tout à fait. Alors, c'était juste au départ pour donner un petit peu un exemple plus grand public. Après, oui, on voit que beaucoup de choses ont changé. Le fait même
Là, on parle bien de médias sociaux, hein, pas de réseaux sociaux, mais de médias sociaux. Donc, on n'est plus sur Zoom, Teams et compagnie, hein. Donc plutôt des réseaux de discussion. Et c'est vrai que le fait de passer par ce genre de réseau, de toute façon, on va passer en fait sur un modèle qui va pas être un modèle hiérarchique. On est tous au même niveau, il n'y a pas de table ronde, et ça nous amène évidemment à consommer beaucoup plus, puisque de toute façon, c'est la seule manière qui nous permet de pouvoir communiquer en entreprise. Et c'est vrai qu'on va plus être sur un modèle holacratique, un modèle en fait un modèle où tout le monde est à peu près au même niveau. C'est vrai que finalement, on est aussi c'est aussi une partie de notre intimité, hein. Alors, regardez derrière, là on sait qu'on est chez vous. Finalement, il y a aussi ça qui va jouer. Donc, il y a ce côté très informel qui fait que, du fait que ce soit informel, les barrières hiérarchiques sont en train de bouger aussi. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que finalement, il y a un côté un petit peu extimité. Il y a de l'intimité extériorisée, c'est-à-dire que je suis à la fois chez moi et à la fois je suis je suis aussi au travail. Et quelque part, avec les deux, les barrières hiérarchiques sont en train un petit peu d'évoluer, effectivement. Je sais pas, Oui. On le voit à l'extérieur par rapport. Ouais. On le voit à l'extérieur par rapport à ce que vous dites. On le voit aussi à l'intérieur des foyers lorsqu'on a des enfants et autres. Voilà. Ouais, le nombre de fois où les gens passent derrière, il y a quelqu'un qui va passer derrière comme ça par hasard avec sa tasse de café en pyjama. Ah pardon, désolé. Ouais, tout à fait. Alors, puisqu'on parle des entreprises, eh bien là, on a un très bon exemple. C'est Jean-Luc Schneider. Alors là, vous êtes à la tête d'Eurocom, une société avec, alors je ne sais pas exactement le nombre d'employés, vous allez nous le préciser, mais vous avez la double casquette d'avoir la communication, à gérer la communication interne, c'est-à-dire la relation avec l'ensemble de vos salariés, faire tourner la boîte, et externe, puisque Eurocom, à la fois vend des objets publicitaires, mais également participe et anime et conçoit des événements, notamment sportifs. Et là, depuis un an, vous n'avez eu de cesse que de gérer les annulations, mais depuis, je crois que vous avez trouvé un certain nombre de formules. Et donc, je vous passe la parole. Et puis, un petit mot sur la communication interne, comment vous gérez votre boîte en interne et comment ça se passe sur l'événementiel et tout ce que vous faisiez, notamment à l'extérieur. Jean-Luc? Bonjour tout le monde. Merci au Presse Club pour cette invitation. Donc, comme vous le disiez, nous, on se présente comme un atelier de communication. Donc, on fait plein de choses, notamment dans le domaine de l'événementiel et du sport, ce qui veut tout bêtement dire que notre vie s'est arrêtée au mois de février l'année dernière, puisque là, alors, je ne sais pas si on peut dire on fête, mais c'est quand même le premier anniversaire du premier confinement. Mais nous, dans l'événementiel, ça s'est arrêté bien avant parce que ça paraît être des années-lumière maintenant. Mais si vous vous souvenez bien, ça a commencé par des interdictions de manifestations au-dessus de 1000, au-dessus de 500, au-dessus de 100, jusqu'à arriver au confinement complet. Donc, comme on fait rarement des manifestations en dessous de 1000 personnes, notre vie s'est arrêtée au mois de février l'année dernière. Et quand je dis arrêter, c'est stop, plus rien, puisqu'on vient de refaire une toute petite manifestation il y a une quinzaine de jours, ce qui veut dire que pendant un an, dans le monde de l'événementiel, ça a été zéro. Même pas un petit peu, zéro. Dans le domaine du sport, c'est embryonnaire, puisque là aussi vous suivez les médias comme moi, donc tous les championnats se sont arrêtés. Il reste quelques manifestations professionnelles, mais qui sont toutes à huis clos, ce qui fait que nous, dans le domaine du sport, ça a retourné à zéro aussi. Et avec tout ça, il faut faire continuer à tourner une boîte, et comme vous le disiez, monsieur Cassous, et à garder les troupes. Donc nous sommes 35, et il a fallu garder les liens entre tout le monde, parce que moi, production, puisqu'on a des vrais ateliers avec des vrais gens qui travaillent, et ces gens-là, ils n'avaient plus grand-chose à faire pendant un bon bout de temps, et il faut garder une cohésion. Et par ailleurs, toute la partie marketing et commerciaux, ce sont des gens qui ont continué à travailler, mais en télétravail. Donc, alors qu'habituellement, tout le monde se voyait régulièrement sur des réunions au moins 2 par semaine, plus personne ne se voyait. Donc, il a fallu organiser
tas, on va appeler ça des tas de micro-événements en interne pour garder la cohésion du groupe, parce que quand tout le monde est éparpillé, qu'il n'y a plus aucun relationnel, à un moment donné, il faut garder l'appartenance à la société, il faut garder la motivation des gens qui forcément, et on le voit tous les jours dans les reportages dans les différents médias, ont une crainte de l'avenir, peuvent avoir une crainte sur la pérennité de la société, parce que quand vous rentrez 0 € de chiffre d'affaires, on est en droit de se dire combien de temps ça va durer et combien de temps est-ce qu'un jour je retrouverai du boulot, est-ce que la boîte va tenir, est-ce que les clients vont revenir. Donc tout ça, c'est des questionnements auxquels il faut pouvoir répondre, je dirais presque au jour le jour. Donc nous, en interne, on a organisé ce qu'on appelle un COMOP, c'est-à-dire que toutes les semaines, on fait toujours d'ailleurs, une réunion globale, donc sous forme de Zoom, où tout le monde assiste pour dire parfois, on va se l'avouer, pas grand-chose, puisque voilà, quand on est gentiment chez soi et qu'on n'a rien d'autre à faire, à part dire que tout va bien et que on s'embête, mais l'idée c'était que de garder la cohésion du groupe. Et deux choses, c'est que, il faut garder la cohésion du groupe et il faut garder les relations personnelles. Donc, moi et mon assistante, on passe régulièrement, soit par mail, mais surtout des coups de fil, individuellement à chacun de nos employés pour les garder déjà en contact, savoir sur leur situation personnelle. Savoir comment tout ça fonctionne, connaître un petit peu leur degré de motivation ou de non-motivation. Et voilà, donc on fait un petit peu à ce niveau-là office d'assistante sociale pour certains, mais c'est à ce prix-là qu'on maintient une motivation et qu'il faut surtout, là aussi, notre métier, enfin en tant que dirigeant, c'est de préparer l'avenir. Et donc là, on est dans les starting blocks. On va bien voir ce qui nous attend Alors justement, Jean-Luc, avant d'aller sur la communication externe et vos relations avec vos clients, comment là aussi de ce côté-là vous avez maintenu le lien, je vais passer la parole à Guillaume Bazaille. Sur ce type, est-ce que toutes les entreprises ont à peu près cette problématique de garder le lien? Est-ce que vous avez d'autres tendances qui interviennent pour garder le lien? Finalement, on n'a pas beaucoup de choix. Tout à fait. Non, mais pour rebondir sur ce qu'on peut dire Ronald et Jean-Luc et répondre finalement à cette question, faut-il communiquer en temps de crise, puisque c'est bien la question en temps de cette crise, la crise du Covid. D'abord, sur les réseaux, moi je partage entièrement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit cette évolution auprès de tous et toutes les générations confondues qui se sont mis aujourd'hui et qui ont découvert les Zooms, les Teams et compagnie pour pouvoir échanger. Et là où je suis d'accord aussi, c'est que tout le monde se retrouve au même niveau avec ce côté intime puisqu'on rentre chez l'autre. Et ça, c'est une vraie révolution. Et dans la communication aujourd'hui, on voit comment dans les années à venir, la communication du monde de 2019 ne sera pas la communication du monde de 2021 ou de 2022. Donc à ce niveau-là, je partage entièrement. En effet, je crois que moi qui suis en contact avec un certain nombre d'entreprises, et Jean-Luc l'a très bien dit, c'est que je pense qu'en préalable, c'est de maintenir le lien d'une communication interne avec ses salariés, puisque pour certaines entreprises, ça fait 1 an que les salariés vont très très peu sur leur lieu de travail. Donc on voit en effet cette marque forte qui doit être présente, d'avoir un lien entre la direction, les salariés, entre l'ensemble du personnel pour former qu'une équipe. Et à ce moment-là, décider en effet d'aller sur une communication externe ou non, suivant les secteurs. Je crois que ce qui est important de dire, c'est que cette période a quand même été très sombre. Là, c'était hier dans le Figaro, et je reprends le chiffre, le marché français de la communication a perdu 7,3 milliards d'euros en 2020. Là, on est dans la réalité, on est dans le dur. Donc, on voit bien les problèmes que ça a pu causer à un grand nombre d'entreprises, même si par ailleurs, on le voit, et l'État a été très présent avec près de 186 milliards d'aides déjà sur 1 an. Donc, je crois que
l'enjeu aujourd'hui, c'est de voir auprès de quel secteur peut communiquer. En effet, si vous êtes dans l'hôtellerie-restauration, si vous êtes dans la distribution, si vous êtes dans le monde des aéroports ou le monde de l'assurance, vous n'allez pas communiquer de la même façon. Donc, je crois que le préalable a été pour beaucoup d'entreprises de se poser et de savoir s'il fallait maintenir ce lien de communication. En ce qui me concerne, je pense que oui, c'est important de maintenir ce lien de communication. Si je peux prendre un exemple, il se trouve que j'accompagne un groupe hôtelier sur Paris, qui est le groupe Bavray, pour ne pas les citer, le Raphaël, le Regina et le Majestic. Évidemment, on n'est pas sur une communication aujourd'hui pour venir dans ces hôtels, puisque 2 des hôtels sont fermés, mais on est dans une communication de lien, c'est-à-dire l'importance dans cette période où le lien humain n'existe plus en termes physiques, de maintenir le lien avec ses clients et ses différents partenaires. Et c'est là où je rejoins en effet Ronald. Tout l'enjeu aujourd'hui de cette communication, et là on est en train de le faire en ce moment, c'est-à-dire qu'on est chacun à des endroits différents, et ça aussi c'est une révolution. Il se trouve que moi, à titre personnel, je vis la moitié du temps sur Avignon, j'ai mon domicile depuis 3 ans, où je travaille aussi avec des clients dans le sud. Il y a 3 ans, ce n'était pas forcément hyper bien vu quand j'ai un client qui m'appelait, qui me dit « mais t'es où ?» Je dis « ah mais t'es pas là, on ne va pas pouvoir se voir », mais on n'avait pas prévu de se voir. Et aujourd'hui, finalement, c'est devenu naturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on soit à l'autre bout du monde, qu'on soit à Paris, qu'on soit en province, peu importe, on peut travailler et on le voit. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui du télétravail qui est en train vraiment d'exploser va être une mutation très forte au sein des entreprises. On le voit avec toute une réflexion que certains chefs d'entreprise peuvent avoir, par exemple, par rapport au travail sur site. Aujourd'hui, on peut se poser la question de, par exemple, 6 jours travaillés, si un poste de travail qui était utilisé par une personne ne peut pas être utilisé maintenant par 3 personnes. Et finalement, de voir que l'entreprise va aussi imaginer de pouvoir faire des économies sur ses bureaux. Voilà, c'est des réflexions, en tout cas, qui sont posées. Très bien, merci Guillaume. Ronald, justement, je rebondis sur ce que vient de dire Guillaume. Concernant l'utilisation des réseaux sociaux, est-ce que les entreprises, et ce qu'a dit Jean-Luc tout à l'heure, est-ce qu'ils sont beaucoup utilisés pour garder le lien avec les employés d'une boîte? Est-ce qu'il y a des réseaux qui se sont créés dessus pour tout ce qui est, on va dire, communication interne? Et ensuite, évidemment, on va passer à la communication externe et on va voir comment on a gardé ou on veut garder le lien avec ses clients extérieurs. Sur la communication interne, Ronald? Oui, parce que effectivement, par rapport à ce que disait Guillaume sur la communication externe, il y a plein de choses à raconter. Et, pour le coup, oui, c'est autre chose. Mais après, interne, oui. Oui, tout à fait. On voit qu'aujourd'hui, dans les entreprises, il y a véritablement cette volonté de vouloir garder, comme disait Jean-Luc, un lien social. Un lien social, c'est-à-dire, et c'est assez étonnant, souvent, il n'y a pas grand-chose. On ne se raconte rien. J'ai pas mal d'exemples comme ça d'entreprises sur lesquelles j'interviens où les gens ont créé des sous-groupes sur WhatsApp et tous les matins, c'est juste un petit bonjour. C'est bonjour, ça va bien. Alors on va par exemple envoyer un petit message, une petite photo, enfin quelque chose d'un peu amusant, une petite blague. Je fais ça et puis on sent que de temps en temps, dans les entreprises, on essaie de se faire des petits moments, un quart d'heure, une demi-heure. Pas grand-chose, juste pour discuter de tout et de rien. C'est vrai qu'on le retrouve dans beaucoup d'entreprises, à la fois PME, ce qui est assez étonnant à partir de donc PME et grosses entreprises. Alors évidemment, plus l'entreprise est grande, plus on va être sur des petits groupes sociaux de 5 à 10 personnes maximum. Là, vraiment, on est dans quelque chose d'informel, c'est-à-dire qu'en dehors du fait que ça peut être l'entreprise qui va communiquer auprès de ses salariés, comme peut le faire Jean-Luc, quelquefois, on crée même, il y a des mini-groupes qui vont se créer dans l'entreprise pour discuter entre eux, un petit peu comme on peut faire quand on est au café. Et c'est un petit peu la transposition du café que l'on prend à la machine à café, on discutait, et là, en fait, on se crée des petits groupes café. Alors, ce n'est pas des petits groupes café, c'est des petits groupes WhatsApp ou des petits groupes, mais juste un petit message, quoi. Tiens, ça va bien, ouais, t'as ça, pour prendre du lien. Avec même quelquefois, c'est assez amusant, des sous-groupes, des sous-groupes de sous-groupes. Voilà, dire, bon, voilà, on va mettre le chef avec nous, puis là, on va se créer un petit groupe, mais sans le chef. Alors là, après, Jean-Luc, hein, pas de paranoïa, mais c'est l'idée de se dire, tiens, on va se créer un deuxième groupe. Alors, ce n'est pas forcément pour dire du mal, rarement, c'est plutôt pour parler d'autre chose. Donc là aussi, dans ce côté très, très informel. C'est pas pour le boss, il n'est pas sympa, ou il y a ceci. Non, c'est pour avoir un autre type de relation. Okay. Voilà. Ronald, avant de passer à la communication externe, est-ce que vous aussi pensez
comme Guillaume, que ces changements vont être durables? Est-ce qu'on peut établir que ces sous-réseaux, l'ensemble des médias sociaux vont être plus utilisés ou peut-être différemment qu'ils l'étaient avant? C'est pour vous, Ronald. Ouais, oui, alors justement, c'était un petit peu dans la suite de ce que je voulais vous dire, c'est qu'après, au niveau plus formel, ce qu'on remarque, en fait, c'est une délinéarisation un petit peu du travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme tout le monde sait qu'on est à la maison, il arrive régulièrement, je pense que ça doit arriver à chacun d'entre nous, de recevoir, par exemple, un lien Zoom pour une réunion, mais la réunion va être à 18h30. Ou 12h30. En fait, on ne se pose plus la question de est-ce qu'on peut ou pas, c'est oui, de toute façon, c'est possible. Et donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, le travail s'étire pas mal. C'est-à-dire que les réunions, il y a beaucoup de réunions qui s'enchaînent. On ne se pose plus les questions qu'on pouvait se poser avant sur comment on va caler l'agenda. Hop, on va balancer ça sur Teams ou sur Zoom. C'est la réunion, tu peux pas, pof, et puis on dira. Et on voit que là aussi, le travail, en tous les cas, le côté formel du travail rentre beaucoup plus dans nos vies. C'est quasiment tout le temps. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'il n'est pas rare de finir à 20h. 20h, voire 20h30, avec une réunion qui va se faire au dernier moment et sans véritablement qu'il y ait de consensus ou qu'il y ait, voilà, ou qu'on en ait discuté avant. C'est voilà, on met la réunion. De toute façon, on sait que tu es là. Voilà, on sait que tu es derrière ton écran, donc on va faire la réunion. Réunion plus courte, mais réunion. Bon, je ne sais pas si pour Guillaume et Jean-Luc, c'est un peu. Enfin, si c'est un petit peu la même tendance ou pas. Ou... Alors justement, je vais passer la parole à Jean-Luc. Merci Ronald. Jean-Luc, donc là on a parlé de comment vous gériez en interne par des réunions, etc., les liens et aussi personnels, mais en externe, avec vos clients, avec votre réseau, comment vous maintenez le lien? Comment ça se passe? Alors, tout d'abord, je rebondis sur ce qu'a dit Ronald et j'abonde complètement sur le fait des groupes, des sous-groupes et des sous-sous-groupes. Chez moi, ça se passe exactement comme ça. C'est-à-dire que les employés qui sont actuellement, qui ne sont plus présents, continuent à se parler, à communiquer les uns avec les autres. Et je ne sais pas combien chez moi il y a de groupes et de sous-groupes et de sous-sous-groupes, mais ça fait partie des choses que nous, on a encouragées dès le départ, ce qui permet dans ce que je disais tout à l'heure, de garder une cohésion complète et permettre aux gens de garder les repères et garder en tête qu'ils font quand même partie d'une société et qu'un jour ça va reprendre. Concernant la communication externe, perso, personnellement, je ne suis pas un grand communicant via les réseaux sociaux. Vous voyez, mes cheveux blancs, ce n'est pas forcément la méthode que j'utilisais jusqu'à présent. Mais depuis la crise, enfin depuis le premier confinement, forcément, on a été obligé d'y passer. Et aujourd'hui, on est présent sur à peu près tous les réseaux sociaux pour la simple et bonne raison, c'est qu'on est obligé de montrer qu'on est là. Comme je disais tout à l'heure, en interne, il faut expliquer à mes collaborateurs qu'on existe toujours et qu'on a bien l'intention d'exister encore longtemps. Et il faut surtout montrer à nos clients, mais aussi nos fournisseurs, qu'on est toujours là, parce que tout le monde est un petit peu en panique et à des degrés moindres. Il y a juste à regarder le taux de consultation psychiatrique qui ont augmenté, je crois, à 40% pour savoir que les gens, tout simplement, ne sont pas bien, mais ils sont surtout dans une énorme crainte de l'avenir. Donc, moi, mon boulot aujourd'hui, c'est d'expliquer qu'on est là, qu'on est toujours là pour les servir. Donc, on utilise exactement les mêmes techniques qu'on a.
réseaux clients différents. Je ne suis pas un grand fan des visios, j'en suis à ma 3e aujourd'hui et on en fait quasi une quotidienne avec des clients, des fournisseurs un petit peu partout. On utilise les réseaux sociaux pour montrer ce qu'on fait avec les uns et les autres pour montrer qu'on est toujours là. On a lancé un truc et je crois qu'on a été les premiers ou peu s'en faut parce qu'au moment de Noël, s'est posé la question. D'habitude, chaque société fait son petit cadeau. Donc on donne ça, on fait la petite fête, on débouche les bouteilles, sauf que là on pouvait le faire via Zoom ou Twitch, je crois. C'était un tout petit peu plus compliqué. Donc on a lancé aussi bien en interne, puisqu'on a fait la tour chez nous, mais aussi on a permis à nos propres clients de pouvoir envoyer individuellement le petit cadeau de fin d'année personnalisé, reçu à la maison dans sa boîte aux lettres. Et ça, c'est quelque chose qui a été fortement apprécié parce que les gens ont besoin de reconnaissance. Ils sont chez eux, ils sont dans leur vie de famille, ils n'ont plus tout à fait les mêmes préoccupations qu'au préalable. Et de par ce fait, on leur montre qu'ils existent toujours et qu'on les reconnaît toujours comme faisant partie d'une société et d'un groupe défini. Voilà comment on communique en externe. Ben, en tout cas, il faut montrer tous les jours qu'on est là et qu'on a bien l'intention d'y être encore un petit bout de temps. Merci Jean-Luc. Je passe la parole à une petite question, Guillaume Bazal. Sur cette communication externe, on voit que les entreprises, là aussi, se sont adaptées, ont trouvé parfois de nouvelles idées, y compris jusqu'au salon virtuel, puisqu'on n'a pas d'accès direct à ces clients qui ne peuvent plus venir sur un certain nombre d'événements. On a là maintenant tout un tas de choses qui sont mises en place. Là, pendant que nous sommes en train de parler d'ailleurs, il y a le salon du tourisme en virtuel. Donc, il faut savoir que c'était Porte de Versailles avec plus de 1000 exposants. Et ben là, il est en virtuel. Je ne sais pas du tout ce que ça donne, puisqu'il a commencé lundi. Mais on voit que les entreprises s'adaptent, essayent de faire des choses de façon virtuelle. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire, en fait, de cette nouvelle façon de communiquer ? Vous avez raison. Je pense qu'en effet, on rentre dans un nouveau monde de la communication et que les entreprises ont un devoir, si j'ose dire, de se réinventer si elles veulent continuer à exister. Jean-Luc a raison. Ce qui est très important, c'est de montrer qu'on est présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien de pire pour une entreprise qui serait absente totalement depuis des mois et qui ne donnerait plus signe de vie, même si l'entreprise est toujours là en se disant mais on ne peut plus bouger, on ne peut plus rien faire, donc on ne communique pas. Bien au contraire, je pense que cette période, c'est une période pour communiquer ou préparer sa communication. C'est-à-dire que moi, j'encourage beaucoup, évidemment, suivant le secteur, et on ne peut pas calquer ce schéma à toutes les entreprises, mais j'encourage beaucoup ce temps qui est beaucoup plus posé puisqu'on est, on est chez soi, on a moins de déplacements, pour réfléchir, pour anticiper et pour préparer le retour. Parce qu'on l'espère tous, la vie normale va finir par revenir et à ce moment-là, il faudra qu'on soit prêt. Et là où je vais mettre une différence, c'est que l'entreprise qui n'aura pas anticipé cette date, c'est-à-dire qui ne se sera pas préparée, va perdre une longueur d'avance par rapport aux autres. Donc c'est vrai que moi, j'accompagne un certain nombre d'entreprises. On est dans un travail de réflexion, on est dans un travail de fond. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une formule qui est souvent utilisée, qui sont les 3 M. Les 3 M, c'est moins, mais mieux. Et on est vraiment dans cette période, c'est-à-dire évidemment, pour certains, il y a moins de communication, mais il faut mieux communiquer. Et vous l'avez dit, en effet, tous ces rendez-vous digitaux, on avait l'habitude de se déplacer, de voir du monde. Aujourd'hui, on le fait de manière virtuelle. Alors maintenant, je mets un bémol. Je pense qu'on va revenir aussi. Je pense qu'on a beaucoup de gens ont hâte de retrouver ce contact humain. Et je pense qu'il va falloir aussi se réinventer dans une nouvelle façon de faire de la communication lorsqu'on va pouvoir retrouver ce contact humain. Est-ce qu'on va revenir aussi sur un modèle 100% 2019 ou est-ce qu'on va le faire évoluer? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on va avoir un mix des deux qui fait qu'on va avoir en effet des rendez-vous. C'est-à-dire que toute la partie qu'on va appeler nouvelles technologies et réseaux sociaux, évidemment, va prendre une part très importante. Mais je suis persuadé quand même que le contact humain va revenir en force le jour où ça va pouvoir... on va pouvoir le faire. Et on l'espère très vite.
Mais c'est vrai que sur la communication, et pour revenir sur cette question, hein, faut-il communiquer ou non en période de crise, je crois que, en ce qui me concerne, moi j'ai envie de dire un grand oui. Un grand oui parce que simplement pour montrer qu'on est là, même si c'est difficile, même si on sait que les jours qui viennent ne vont pas forcément être simples, c'est encourageant en tout cas pour les futurs clients, pour les partenaires. Et puis à côté des réseaux sociaux, il y a la communication par ce que j'appelle les relations presse, qui sont au sein de mon agence quand même le cœur de mon activité, qui ont une part très, très importante. Aujourd'hui, c'est vrai que les journalistes sont aussi beaucoup en télétravail, mais justement, c'est peut-être l'occasion d'avoir le temps, et moi ça je le constate, des journalistes prennent le temps avec des chefs d'entreprise de se poser, de comprendre le fonctionnement de leur boîte, pour pouvoir, dans les semaines et les mois qui viennent, justement, faire des focus sur elle. En termes de communication, en préparant ce petit rendez-vous, dans notre dernier échange, vous m'avez dit qu'il y avait aussi eu pas mal d'opportunités, notamment sur certaines des entreprises que vous accompagnez et qui ont fait en fait de la publicité, qui ont carrément communiqué à moindre coût, alors qu'on ne s'y attendait pas forcément. Vous pouvez nous en dire un peu plus là? Oui, alors c'est vrai que toujours, ça dépend du secteur, hein, mais il y a des entreprises qui ont la chance de bien fonctionner pendant cette période. Hein. Dans les crises, il y a des perdants et il y a des gagnants. Je vous invite aujourd'hui à voir la couve de Challenge. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le titre, c'est 12 mois de Covid, les gagnants d'une année folle, secteur par secteur. Et ils définissent en effet 5 secteurs, hein, les inoxydables, les opportunistes, les résilients et les sinistrés. On voit bien à travers les chiffres que certaines entreprises ont gagné pendant cette période. Et il y a eu une communication que j'appelle une communication d'opportunité, qui était de pouvoir, à moindre coût, pouvoir exister en faisant de la publicité. Pourquoi? Parce que, évidemment, un grand nombre d'annonceurs se sont retirés durant cette période, et ce qui a fait baisser le coût de la publicité de manière incroyable. Il y a des offres très intéressantes qui ont été offertes et qui n'avaient jamais existé par le passé. Et un certain nombre d'entreprises qui n'avaient jamais fait de publicité sont allées sur le secteur de la publicité. Donc oui, il y a eu une communication d'opportunité durant cette période. Ronald, merci Guillaume. Ronald, j'ai une question pour vous. On voit en fait sur l'ensemble des réseaux sociaux émerger en termes de communication sur les réseaux de la recherche en fait sur LinkedIn. Et LinkedIn évidemment qui est très utilisé par les entreprises. On voit que LinkedIn a été de plus en plus utilisé sur de la prospection, sur de l'entretien, et puis soigner justement son image sur ce réseau. Est-ce vrai? Est-ce que c'est une vraie tendance, Ronald? Oui, de toute façon, c'est la seule manière de pouvoir se faire, d'avoir de la visibilité, hein, pour rebondir sur ce que disait Guillaume, que ce soit en classique ou sur les réseaux un peu plus informels, on va retrouver la même chose. C'est-à-dire que on doit avoir de la visibilité. C'est là aussi où la visibilité, les entreprises communiquent moins, et quand elles communiquent moins, ceux qui communiquent sont plus visibles. Et pareil pour je dirais pareil pour les salariés. Dans les deux cas, comme tout le monde se dit je fais attention, j'économise, etc., c'est là où la communication d'opportunité marche bien. On l'a vu d'ailleurs il y a quelques années avant, hein, dans le secteur de l'aérien. Hein, c'est ceux qui ont communiqué en période de crise qui ont repris des parts de marché. Et c'est toujours le même principe. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui change, c'est juste le média qui va changer. On est toujours sur ce principe de comme personne ne communique, je me rends visible et à l'endroit où les gens sont. Et les gens sont effectivement sur LinkedIn, soit pour chercher du travail, soit pour créer de nouvelles opportunités. Les entreprises sont exactement dans le même cas. Est-ce que c'est le meilleur réseau pour les entreprises, LinkedIn? Parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans la futilité d'un Instagram ou d'un Twitter. Là, les entreprises peuvent se mettre carrément, se présenter. Ça dépend en fait de la cible qu'on veut toucher. On a vu il n'y a pas très longtemps le Premier ministre aller sur Twitch. Alors après, on en pense ce qu'on veut, mais normalement, ça dépend de la cible et de l'objectif qu'on veut avoir. On va être sur quelque chose un peu plus comment dirais-je, institutionnel ou corporate, hein, sur LinkedIn. On peut aussi faire ce qu'on appelle l'employé advocacy. C'est vrai que pas mal d'entreprises, de salariés d'entreprises parlent aussi de leur marque, de l'entreprise pour laquelle ils travaillent au travers des réseaux
de leur réseau type Facebook ou simplement LinkedIn en disant tiens, je travaille pour telle entreprise, c'est drôlement bien ce que je fais, etc. Donc on peut aussi s'en servir de cette manière-là. Après, ça dépend vraiment du secteur et des cibles qu'on veut toucher. On voit que vraiment les réseaux sociaux sont vraiment liés à des âges en particulier. Justement, vous aviez un graphique tout à l'heure à nous montrer. Vous pouvez nous le montrer? Alors, ça nous permettrait de voir on en avait vu quelques-uns. Alors, il y avait plusieurs. On peut voir, par exemple, si je peux faire un petit partage d'écran. C'est possible, normalement. Voilà, ouais, ça arrive. Voilà. Super, merci. Voilà, merci, Ronald. Alors, on a vu justement un petit peu les médias, les réseaux qui sont utilisés, par exemple, pour les 15-24. C'est intéressant, par exemple, au moment du confinement. Ce qui s'est passé au niveau du confinement, et on voit que c'est quand même plutôt les plus jeunes qui, quand même plutôt donc les réseaux type TikTok, Discord et Twitch qui reprennent un petit peu qui reprennent des places. On sait que c'est plutôt les jeunes qui vont là-dessus. On voit, hein, on est sur du 15-24. J'avais un autre, ça c'est un petit peu plus ancien, mais vous voyez, par exemple, on voit qu'en fonction des tranches d'âge, là aussi, on voit tout à fait qu'en fonction c'est pas les mêmes réseaux qui sont utilisés. Les réseaux qui sont utilisés par les plus jeunes et les plus anciens. Donc, vous voyez, on arrive même à 11 ans. Après, ça dépend de ce qu'on veut. Après, on a d'autres chiffres, hein, mais voilà. Et après, plus on va vers les quadras, quinquas, etc., plus on va être sur Facebook. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment que chaque tranche d'âge a vraiment son réseau social associé. Ronald, j'ai une question. Il n'y a rien au-dessus de 34 ans, en fait, on n'existe plus, en fait, au niveau digital. Si, il y a, voilà, il y avait justement, alors c'est pas très récent, mais ça permet d'avoir une vision, voilà, à peu près, ouais, on va jusqu'à plus de 65. Alors là, le chiffre est pas tout jeune, hein, il a 5-6 ans, mais on est à peu près là-dessus. Simplement, ça va évoluer. On voit à peu près les parts de marché de chacun. Mais qui ressort malgré tout, vous voyez, la tendance est là, hein. Les Snapchat, on est sur du 18-24, et aujourd'hui, on a de nouveaux réseaux type TikTok, hein, où on va aller draguer plutôt du 14-18. Et Twitch, où on va être sur une population qu'on va appeler une population de gamers, au départ de gamers, et en tous les cas une population de personnes qui veulent être justement, qui veulent pas faire partie je dirais des réseaux classiques, qui veulent être un petit peu, ils veulent être un petit peu décalés. Et c'est vrai qu'on va voir là qu'avec tout ce qui se passe sur Twitch, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont y aller juste pour dire je suis différent. C'est Discord. Discord, c'est aussi un réseau qui est très très jeune, et qui est aussi normalement pour des groupes plutôt axés sur le jeu. Et l'idée, c'est de se différencier aussi par rapport à ça. Je vais sur ce groupe-là parce que je montre aussi aux autres que je suis, que je suis un peu gamer, quoi. Oui, tout à fait. On a vu, par exemple, que concernant Facebook, pour les jeunes, s'ils n'y sont plus, c'est précisément pour ne pas être amis avec leurs parents, par exemple. Exactement. Donc, c'est quand même… Voilà, j'ai envie de retrouver ma grand-mère qui m'envoie un message en disant « sois copain avec moi ». Non, voilà, voilà, c'est ça. Ou n'oublie pas… N'oublie pas d'acheter le pain, ce n'est pas vraiment le réseau pour faire ça. Jean-Luc, quel réseau utilisez-vous, Jean-Luc? Qu'est-ce que vous mettez, qu'est-ce que vous avez privilégié en fait sur sur votre façon de communiquer, aussi bien d'ailleurs en interne? C'est quoi les réseaux privilégiés pour vous? Alors déjà, au vu du tableau, je m'aperçois que je suis vraiment pas à la page, puisqu'il y a des réseaux que je ne connaissais absolument pas. Donc, je vais prendre des cours à l'issue de cette conversation. Nous, en interne et en externe, on n'utilise en fait que deux, enfin, on va dire de façon corporate pour la société. C'est principalement LinkedIn et un petit peu Instagram, sur lequel on met des posts de temps à autre, mais principalement pour montrer ce qu'on fait, ce qu'on a fait et ce qu'on est en capacité de faire. Donc ça c'est pour rebondir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour montrer qu'on existe, voilà. Et LinkedIn, on l'utilise
peut-être mal, mais en tout cas, on l'utilise pour communiquer, soit de façon très, très institutionnelle pour montrer des produits ou des choses qu'on a faites, et de façon ludique où on a fait pendant la crise, je crois qu'on en a fait 3, où on a mis en place des jeux, des challenges où les gens entre eux se challengeaient. Ça n'a pas trop mal marché, et on a eu des résultats assez convaincants. Voilà, c'est les deux réseaux qu'on utilise. Très bien, merci Jean-Luc. Je vais rebondir, en fait, là on arrive dans la dernière partie de ce petit rendez-vous. Et du coup, Guillaume Bazaille, le monde d'après, à quoi va-t-il ressembler? Vous avez commencé de l'aborder tout à l'heure. Évidemment, ce sera une question pour chacun d'entre vous. Mais d'une façon générique, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut tirer à la fois comme conclusion de ce que nous vivons depuis un an? Et puis, quelles sont vraiment les grandes tendances qui sont en train d'émerger? J'ai envie de dire que le monde d'après, il est en train de se construire en marchant. C'est-à-dire qu'on est tous en train d'écrire les pages de ce nouveau livre qui va s'ouvrir. On le voit bien depuis le début de notre conversation, c'est l'enjeu et l'importance des nouvelles technologies qui prend une place, je vais dire, c'est du 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une journée où on n'utilise pas aujourd'hui ces appareils, ces réseaux. Tout ça va s'amplifier. Demain, c'est, je crois, SFR et Orange qui à Paris lancent officiellement la 5G. On voit que l'arrivée de la 5G va être une révolution aussi, c'est-à-dire tout va s'accélérer, et on voit ô combien justement l'importance de ces réseaux va encore prendre plus de place. Je pense qu'il va falloir apprendre à les utiliser de la manière la plus correcte possible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la communication, on va dire, traditionnelle. Mais je dis toujours à nos clients, quand vous communiquez dans la presse écrite, à la télévision, à la radio, sachez utiliser finalement cette communication après sur vos propres circuits de diffusion, puisque finalement aujourd'hui chacun d'entre nous, chaque entreprise peut avoir son média et son audience. Et il faut savoir en effet l'utiliser. Donc là, à ce niveau-là, je pense que ce sont ces métiers qui existaient mais qui vont s'amplifier, ces professionnels de la communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'une agence de communication ne peut pas s'exonérer de proposer, d'aider ces entreprises à utiliser les réseaux sociaux. Donc voilà, ça va prendre une part importante. Je pense que le télétravail, on le voit, va rester en partie, pas pour tous évidemment, mais va rester une règle pour un certain nombre d'entre nous. Et donc le monde d'après, il va se construire à la fois avec ces réseaux sociaux, avec ce lien différent hiérarchique qu'on va avoir au sein de l'entreprise. En effet, on le disait avec Ronald, c'est qu'aujourd'hui, on se rend peut-être plus compte que l'entreprise où on démarre à 9h et où on termine à 18h, c'est peut-être pas l'entreprise de demain. C'est-à-dire que je pense qu'on est davantage joignable, et en particulier dans le domaine de la communication, pour les gens qui nous écoutent, et on le sait tous, la communication n'a pas d'horaire. C'est-à-dire que si à un moment il se passe quelque chose, il faut pouvoir répondre immédiatement. Et là, je rejoins un peu le début de mon propos, c'est la communication de crise. Mais on ne peut pas dire on attend 24 heures parce qu'on est en week-end. Non, il faut pouvoir être disponible. Et c'est vrai que les nouveaux réseaux nous permettent d'être beaucoup plus rapides à ce niveau. Donc, si moi j'avais un message, c'est qu'en effet, les nouveaux réseaux sociaux vont prendre une part importante. Le télétravail va devenir en effet quelque chose de beaucoup plus courant. Et puis, je pense qu'il y a la communication, je pense, a encore de très belles pages à écrire dans les années à venir, mais je pense qu'on va avoir une vraie révolution dans son fonctionnement, dans ce qu'on va pouvoir proposer. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui imaginent des contenus qui vont être différents, et je ne doute pas que dans les mois et les années qui viennent, on va avoir des offres qui vont apparaître. Très bien. Alors maintenant, Ronald, à peu près même question, mais concernant les réseaux. Vous avez tout à l'heure, Ronald, commencé à dire que finalement, il n'y avait pas d'heure, que les journées pouvaient être extensives parce qu'on vous donnait de fait une réunion à 18h30 ou à 19h, voire plus. Mais concernant le travail, il y a quand même un petit respect à faire. C'est pas parce qu'on est chez soi qu'on est quand même malléable à souhait. Donc du coup, concernant les réseaux, est-ce qu'on peut les utiliser comme ça? Est-ce qu'il ne faut pas, alors à défaut d'encadrer, j'aime pas très bien ce
ce mot, mais est-ce qu'il y a des petites règles à mettre en place, notamment, par exemple, le respect des horaires de travail tel qu'il est quand on est dans l'entreprise, par exemple? Oui, après, par rapport je dirais au mode de vie de chacun, c'est vrai que c'est toujours assez difficile de s'adapter. L'idée, c'est de pouvoir répondre au moins dans la journée ou dans la soirée. Mais vraiment, comme on est sur un modèle où les heures, ça me fait un petit peu penser, vous savez, au film Le jour sans fin, vous savez, avec l'histoire Ah de la oui. marmotte, quoi. C'est-à-dire que souvent, on se rend compte que les gens ont tendance à vivre, à passer leur temps chez eux. Donc c'est vrai qu'après ils vont essayer de gérer, en fait, ils vont essayer de gérer à la fois leur vie sentimentale, leur vie familiale, faire à manger, etc., etc. Et c'est vrai que finalement ils s'arrangent aussi de ça. On a l'impression qu'ils vont s'arranger de ça en disant bon ben allez, entre 7 et 8 je vais travailler, je vais faire à manger, puis ensuite à 21 heures je vais finir de répondre à tel ou tel mail ou commencer à bosser. Donc c'est vrai que aussi il y a une organisation différente. Après, d'éthique, en tous les cas d'organisation, ça va être compliqué quand on va commencer à revenir à être déconfiné pour de bon, à éventuellement rechanger le modèle. Là, finalement, tout le monde s'adapte, hein. L'être humain est adaptable. Là, pour l'instant, on le fait comme ça. Le jour où on va revenir dans un monde, alors on ne sait pas comment sera le monde d'après, mais en gros, quand on va revenir au travail, c'est là où il va peut-être falloir justement penser à de nouvelles règles, à dire attention, je ne reste pas jusqu'à 21 heures ou jusqu'à 22 heures, comme je pouvais le faire quand j'étais dans le monde confiné, ou comme je me suis organisé dans ma journée pour m'occuper de mes enfants, de ma femme, de mon mari, etc. Je pouvais quelquefois finir un travail à minuit. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je ne pourrais plus. Quand je vais retourner dans le vrai monde, dans le monde physique, c'est quelque chose que je ne pourrais plus faire. Et c'est peut-être là où il va falloir imposer des règles, ou en tous les cas, revoir les règles de travail pour ça. Je pense que... Si, non, mais c'est très bien. En fait, je crois que vous êtes docteur en organisation, donc je pense que vous Il êtes paraît, mieux ouais. de pouvoir nous C'est souvent les parler plus mauvais, hein. de tout ça. Mais bon, merci Ronald. Jean-Luc, et donc du coup, pour vous, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce qui pourrait changer, qu'est-ce qui va éventuellement changer chez vous? Comment vous voyez le monde d'après dès que ça va reprendre, et le plus vite possible? Et ça, on vous le souhaite, hein, vraiment. Oui, mais je suis absolument pas inquiet. C'est à nous c'est à nous de le construire. Moi, je crois intimement enfin, je crois surtout pas ce que j'entends souvent, où on me dit plus rien ne sera pareil, ou inversement, on me dit dans pas longtemps, ça va recommencer comme avant. Forcément, je crois ni l'un ni l'autre. On se retrouve par la force des choses avec un virus que personne n'a vraiment sollicité, et donc il s'est invité tout seul. Et je crois que et c'est pas juste dans les mois ou les années qui viennent, je pense qu'in aeternam, on va vivre avec cette bestiole-là. Il va y avoir des choses, des vaccins, il reviendra un peu comme la grippe, il sera domestiqué, mais pas dans les jours à venir, dans les jours qui viennent. Dans notre métier à nous, donc l'événementiel, il faut qu'on trouve, et je rebondis complètement sur ce que disait Guillaume tout à l'heure, il faut qu'on trouve de nouveaux axes, parce que même si demain matin, nos chers gouvernants nous annoncent ça y est, tout est ouvert, on réfléchit 2 secondes et on s'aperçoit que peu de gens vont se précipiter dans des grands messes comme des salons, comme des manifestations avec un public énorme. Demain matin, on n'imagine pas un salon de l'agriculture où on n'était pas en capacité de marcher, puisqu'on était porté par la foule. Ça, c'est le genre de choses, même si demain matin on déconfine complètement, les gens ne seront pas prêts, au moins dans les années qui viennent, à revivre ça. Donc, et comme c'est le genre de manifestation qu'on ne peut pas faire à jauge réduite, les investissements étant trop conséquents pour se dire on va faire la même chose à 25 ou à 40 ou même à 50%. Donc, il y a plein de choses à réinventer. En revanche, je suis complètement d'accord là aussi avec Guillaume, c'est que le présentiel
présentiel ne sera plus comme avant, mais les gens ont besoin de ça. Il n'y a pas si longtemps et après le confinement, on disait tout va changer. Maintenant, en fait, il n'y a vraiment plus besoin de faire des réunions. Zoom fait très bien l'affaire. Que nenni, j'y crois pas une seconde. Je pense que dès que ça va rouvrir, les gens vont se côtoyer différemment. Il n'y aura plus de grands messes, mais les gens par petits groupes vont se réorganiser, vont avoir des vrais contacts humains. Moi, le premier, je fais partie des anciens et enfin, le relationnel physique ne sera jamais remplacé par la digitalisation numérique. Merci Jean-Luc. On va finir par les petites questions. Guillaume, j'ai une question pour vous, en fait, puisque vous êtes aussi communicant, vous avez été communicant aussi politique. Concernant cette crise, la communication sur les institutions, donc les ministères, etc., qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a vraiment bougé aussi chez eux? Parce que là aussi, il y a beaucoup de télétravail. Hein. Évidemment. La question telle que je crois Samia la pose, il y a deux volets. C'est soit la communication, en effet, comment les institutions communiquent aujourd'hui à travers leurs appels d'offres et sur leurs besoins, et comment aujourd'hui le politique communique. J'ai envie de dire ça serait une conférence à part entière, hein, et il y aurait beaucoup à dire sur la communication qu'on a en ce moment. Évidemment que ça fait bouger les lignes parce que les besoins sont plus du tout les mêmes. Quitte à se répéter, c'est que on voit ô combien on a, nous, en tant qu'agence, en tant que professionnels de la communication, un devoir d'apporter des réponses aussi au pouvoir public pour les aider à rentrer dans ce monde d'une communication directe en direction des Français, en l'occurrence puisqu'on parle des pouvoirs publics, et que tout le travail sur les réseaux, on voit comment les pouvoirs publics, en effet, ont utilisé aussi les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer durant toute cette période. On voit aussi comment l'État a été très très présent sur le volet publicité, rien que pour nous rappeler les gestes barrières ou aujourd'hui les enjeux de vaccination. Donc on voit qu'on a une communication qui est ciblée, qui est une communication sanitaire, qui est accompagnée en effet par tous les outils de communication. L'objectif est de toucher le plus grand nombre, et donc là tout est bon pour avancer. Alors, j'ai une dernière petite question, et là, ça concerne, et c'est notre directrice générale, Isabelle Bourdet, qui la pose, et elle a tout à fait raison, puisque, évidemment, là, au Presse Club, on a un certain nombre de remontées, et par exemple, elle est aussi pour vous, hein, Guillaume, cette question, notre métier de journaliste, eh bien, on voit que tous les sujets qui ne touchent pas directement ou indirectement la crise au Covid, en fait, ils ont tendance à passer à l'as complètement. Donc, il faut absolument parler ou rallier un sujet au Covid. Sinon, en fait, il n'y a pas d'intérêt. En fait, les choses, on n'a pas de choses futiles. On ne peut pas parler des cerisiers en fleurs au printemps. Enfin, on ne voit pas le rapport. On voit d'ailleurs même pas le problème du tout. Donc, c'est très, très compliqué là pour les journalistes de faire leur métier et d'essayer justement d'ouvrir les angles et de trouver plein de nouvelles idées. Qu'est-ce qui se passe pour nous, journalistes? Alors, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui avez la réponse. Moi, je suis très heureux de vous entendre dire cela, puisque mon quotidien n'est pas, si je parle à titre personnel, de travailler uniquement sur les questions de santé ou sanitaire. Évidemment qu'aujourd'hui, pour toutes les agences, pour les relations presse, c'est très compliqué d'aller proposer à des journalistes des sujets qui parlent d'autre chose, parce qu'on est dans un embouteillage médiatique qui fait que si vous ne parlez pas Covid et crise sanitaire, vous n'avez pas voix au chapitre. Donc, c'est vrai que ça serait peut-être bien que dans les rédactions, on puisse, sur un temps médiatique, une journée, sur une chaîne info, une radio, avoir des temps de respiration pour essayer de donner la parole, peut-être dans cette période, à ce qui fonctionne, par exemple. Aujourd'hui, on parlait de la communication dans les entreprises. Il y a des entreprises qui se battent tous les jours. Donc, le lien avec le Covid, on l'a. Mais il y a des initiatives fortes qui existent. Il y a des groupes qui sont rachetés, des petites entreprises. Moi, j'accompagne un lunetier français, Maison Bourgeat, par exemple, qui fait renaître une vieille maison française. On voit bien que tout ce qui est made in France, en effet, avance beaucoup. Hein. On en a parlé quand même durant cette période. Mais j'ai envie de dire, la balle est dans votre camp. Ouvrez davantage
davantage la presse écrite et les radios et télé à d'autres sujets, c'est vrai que ça serait une bonne chose, je crois, pour tout le monde, et ça encouragerait en effet les entreprises à davantage communiquer. Oui, mais c'est un peu le serpent qui se on est d'accord. Parce que c'est quand même au final à la fois les auditeurs, les lecteurs qui font un peu la pluie et le beau temps. Et maintenant, comme vous le savez, avec tous les instituts de sondage, notamment on a parlé de Candar tout à l'heure, on a toutes les possibilités de voir un peu les sujets qui prennent et aussi, évidemment, avec des outils sur les réseaux sociaux, de voir un peu les hashtags qui fonctionnent. Mais évidemment, on est de toute manière, et moi le premier, on est tous dans l'attente de savoir ce qui va se passer. Aujourd'hui, on a une conférence de presse, elle nous est annoncée à 18h, je crois, j'ai vu tout à l'heure qu'elle était annoncée à 19h. Évidemment qu'on attend, parce qu'on veut savoir à quelle sauce on va être mangé. Donc, il y a ce besoin d'information sur la crise sanitaire qui prend le dessus, au détriment de l'autre information. Bon, maintenant, j'espère que les choses vont quand même pouvoir se rééquilibrer un peu, parce que c'est vrai que beaucoup d'entreprises ont du mal aujourd'hui à exister dans un contexte particulier. C'est pour ça que je dis les 3M, moins mais mieux, c'est-à-dire qu'il faut qu'on prépare à tout prix. Le monde d'après, il se prépare maintenant, c'est-à-dire qu'il faut à tout prix qu'on prépare cette période où on va pouvoir recommuniquer, pas de manière normale, puisque je ne crois pas à ce terme, mais qu'on va pouvoir communiquer de manière beaucoup plus sereine. D'accord. Isabelle précise sa question. Quand on est communicant, doit-on adapter son sujet en le reliant justement au Covid? C'est un peu comme ce que vous avez fait de façon assez habile. Il suffit de réadapter en disant oui, ça colle au sujet. Est-ce que c'est un peu comme ça qu'il faut faire pour que ça marche? Évidemment, aujourd'hui, c'est-à-dire que quand j'ai dit qu'on avait du mal à pousser les sujets auprès des médias, il faut qu'on trouve un lien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes en relation avec un journaliste, avec les programmateurs, souvent on nous dit, bon écoute, le sujet est intéressant, mais trouve-nous un lien pour rattacher ton sujet à l'actualité. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans cette période, il faut qu'on puisse rattacher notre sujet à l'actualité. Il se trouve que, par exemple, je travaille beaucoup dans l'édition. Des livres qui auraient dû sortir il y a un an sont sortis en ce début d'année. On ne savait pas que le Covid serait encore là. Il a fallu qu'on trouve des liens avec l'actualité, même si au moment de l'écriture du livre, évidemment, il n'y avait aucun lien et on ne pensait pas du tout au Covid. Donc, en permanence, notre travail de communicant, c'est d'essayer de trouver la fenêtre qu'on va pouvoir ouvrir pour rentrer par l'actualité et pouvoir parler d'autre chose. Pour les livres, je pense que ce n'est pas trop le problème parce qu'il y a eu une très forte augmentation en fait, de lecture. Une dernière question, et puis après on va se remercier et se quitter. Donc, c'est dans le domaine de la publicité. En fait, donc c'est Alain Roumestan qui pose cette question et qui demande est-ce qu'il y a eu des profonds changements en fait, dans les thèmes abordés de publicité? Vous avez parlé d'opportunités, des gens qui n'auraient jamais eu les moyens en fait, de communiquer à ce moment-là ou de faire de la publicité. Est-ce qu'on remarque en fait, des changements, des nouvelles émergences en termes de thèmes abordés? Alors, en termes de thèmes, j'ai envie de dire, les questions sanitaires, la famille est très présente. C'est-à-dire qu'en effet, on voit que l'intergénérationnel, en tout cas, a été très présent dans beaucoup de publicités et que c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé. Donc, changement, j'ai envie de dire, pas tant que ça. Je crois que le vrai changement, c'est que peut-être cette période a permis, en effet, je le disais tout à l'heure, à un certain nombre d'entreprises d'accéder à des offres auxquelles elles n'auraient pas imaginé le faire par le passé. Donc le changement, il vient de là. Maintenant, c'est toujours la publicité et le reflet d'une société. C'est toujours intéressant de regarder les publicités qui étaient passées il y a 10, 20 ou 30 ans parce que finalement, on ressent à travers la publicité la vie d'une société. Et je pense qu'aujourd'hui, la publicité qu'on peut voir correspond à la vie que nous vivons, c'est-à-dire cette référence au confinement. Évidemment, on l'a. Et on peut imaginer que lorsque le monde d'après va arriver, on aura de nouveau ce reflet. Donc la publicité aujourd'hui est le miroir de notre société d'aujourd'hui. Bon, c'est une très bonne conclusion. Il me reste à vous remercier tous les trois, Ronald Boucher, Jean-Luc Schneider et vous, Guillaume. Vous remercier pour votre intervention. J'espère que ce petit débat vous a plu et que vous avez appris suffisamment de choses. En tout cas, on était encore ouvert à vos questions qui pourront encore arriver au Presse Club et on y répondra. Merci à tous, merci à vous, excellente journée et puis bonne suite.